Et vous avez surtout réalisé il y a 2 ans, en 2014, un documentaire qui s'appelle Quand les tiques attaquent, c'était pour France 5. Et vous venez ce soir nous présenter une sorte de prolongement de ce documentaire avec ce livre qui s'appelle donc L'affaire de la maladie de Lyme, qui est édité aux éditions Actes Sud et qui est coécrit avec Roger Langlais. Alors, pour les gens qui ne seraient pas forcément bien informés sur ce sujet comme je l'étais avant de lire votre livre, et en mettant de côté tout aspect polémique sur lequel on reviendra, qu'est-ce que c'est en quelques mots que la maladie de Lyme? Alors je pense que si vous êtes, bonsoir, si vous êtes là, c'est que vous avez une petite idée quand même de ce qu'est cette maladie. Pour moi, c'est une maladie infectieuse. Je dis volontairement infectieuse et pas bactérienne, puisqu'elle est souvent la bactérie, la chef de file de cette infection qui est la bactérie Borrelia, est souvent accompagnée d'un cocktail de parasites et de virus. Donc il vaut mieux parler de charge infectieuse globale plutôt que de maladie bactérienne. Et d'autre part, je pense qu'il y a un problème de système immunitaire. Alors, est-ce que c'est pas aussi une maladie environnementale? C'est-à-dire, est-ce que face à cette recrudescence de tiques infectées et face à tous les cocktails de polluants qu'il faut absorber, qu'il faut supporter, respirer, etc., est-ce qu'on n'est pas en train de devenir plus faible et plus fragile face à ce type d'infection? Donc c'est des questions en fait que cette maladie pose, c'est-à-dire que il y a à la fois un problème environnemental avec cette recrudescence de tiques et d'infections chez les tiques, et il y a aussi un problème chez nous avec des systèmes immunitaires de plus en plus faibles et des problèmes qui sont liés à... il y a un petit... par exemple, à la mitochondrie. Les mitochondries, il y a des petits larcènes, je crois qu'on va laisser un tout petit peu. Donc la mitochondrie, c'est le centre énergétique de la cellule, et les cellules sont de plus en plus encombrées par tout un tas de polluants, de métaux lourds, etc., qui certainement ont un rôle dans la faiblesse de l'organisme et dans sa difficulté à faire face à une charge infectieuse trop importante. Alors, cette maladie en tant que telle, si elle était appréhendée de la bonne manière, si elle était diagnostiquée, traitée, soignée comme il le faut, elle serait nettement moins grave, ou en tout cas moins impactante sur notre santé. Or, c'est pas le cas, d'où l'affaire dont vous parlez. C'est une maladie qui est sous-estimée, volontairement mal évaluée, elle est parfois niée même, si bien que les malades, en plus des souffrances liées aux symptômes physiques de la maladie, souffrent également de ne pas être reconnus et d'être même parfois méprisés par les médecins. Vous citez l'exemple notamment d'une institutrice qui s'appelle Johanna, et à qui on a dit qu'elle souffrait de la maladie des instits, c'est-à-dire la fainéantise. Voilà, c'était dans le documentaire. Et vous citez aussi des exemples en Norvège de gens où les enfants sont retirés aux parents parce qu'on estime que ce sont les parents qui inventent une maladie des enfants. Donc, le syndrome de Munchausen. Voilà, exactement. Et donc, est-ce que finalement la négation de cette maladie-là ne fait pas autant de dégâts que la maladie elle-même chez les personnes qui en sont atteintes? Certainement, certainement. Quand j'ai fait le film, on avait rencontré un grand épidémiologiste, un professeur de l'université de Bordeaux, qui disait qu'en fait tous les démarrages d'épidémies se sont déroulés de la même façon, c'est-à-dire avec le déni des institutions jusqu'à ce que la maladie nous rattrape et en particulier touche ceux-là même qui regardaient ailleurs. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la maladie est en train de gagner du terrain. D'autant plus qu'à tous les stades,
elle n'est pas prise, elle n'est pas prise en compte. Même au stade de l'héritage migrant, moi je rencontre encore des gens qui disent ah ben j'ai un grand machin, le médecin m'a dit que c'était certainement une araignée, ou bien c'est une allergie, ou bien, mais encore maintenant, alors que quand même depuis 1 an ou 2, je pense qu'il y a eu pas mal de prévention. Johanna, c'est une des fondatrices de France Lyme. France Lyme se démène absolument partout pour faire de la prévention, pour distribuer des dépliants, pour essayer d'expliquer aux gens. Mais ceci dit, il n'y a pas assez de prévention. Je crois qu'en Suisse, dans toutes les pharmacies, dans tous les cabinets médicaux, il y a de quoi se renseigner sur cette maladie. Enfin, en tout cas, sur les dangers des piqûres de tiques. Donc, pourquoi ici, non? C'est quand même dommage, quoi. Dommage. Il y a très peu de panneaux à l'orée des forêts. Très peu d'endroits, même à Strasbourg, même en Alsace, qui connaît la maladie de Lyme depuis 20 ans. Je crois que dans votre région aussi, quand même, elle est présente depuis pas mal d'années. Alors, dans l'ombre de cette négation presque de la maladie de Lyme, se cache un épouvantail qui s'appelle l'IDSA, l'Infectious Disease Society of America. Alors on sent que pour vous c'est un peu le diable. C'est un collège de médecins très influent en fait aux États-Unis qui est proche des industriels et qui a imposé en 2006 une liste de recommandations pour le diagnostic et pour le traitement, et qui fait encore foi aujourd'hui en France pour les médecins. Et souvent les médecins sont un peu bornés et ne sortent pas de cette liste de recommandations. Borné et en même temps méfiant. Méfiant, parce que justement en fait ce sont des recommandations qui sont en décalage avec la réalité, et tous les médecins qui veulent en sortir sont poursuivis par la justice, parfois sont poussés à la ruine, voire il y en a même qui se suicident. Et ça, effectivement, ça fait également des victimes chez les médecins, du coup. Voilà, alors, en faisant enquête, on a été quand même, parce qu'on essayait de comprendre pourquoi cette maladie-là présente de si grandes difficultés à la fois de diagnostic, mais aussi pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à fermer des laboratoires. Enfin, de telle violence paraît quand même assez étonnante. Alors, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en fait, l'Infectious Disease Society of America, c'est donc un collège de professeurs, c'est une institution privée et qui en fait commande au monde entier, c'est-à-dire décrète quelle est l'attitude face à une infection, et tous les pays industriels suivent les recommandations de ce collège de scientifiques et de médecins qui, il est vrai, sont tous liés à l'industrie ou aux assureurs, puisque aux États-Unis sont les assurances privées, qui prennent en charge il n'y a pas de sécurité sociale, donc ils sont tous liés et ont des conflits d'intérêts, quoi, disons-le. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que le monde entier, en tout cas le monde industriel, obéisse à ce collège privé. Et ceci étant, aux États-Unis, les choses sont en train de changer. Et il y a un autre groupement de médecins qui est l'ILADS, qui lui essaye de faire passer une autre vision de la maladie, et ce collège de médecins, enfin ce groupe de médecins, cette association de médecins, je crois qu'ils sont entre 300 et 400 maintenant à travers les États-Unis, sont finalement écoutés. Et puis aux États-Unis, il y a des lois qui protègent les médecins et les malades, c'est-à-dire des lois, je crois maintenant il y a à peu près 10 États, à peu près 12 États. Chaque année, il y en a 2 ou 3 de plus, puisque l'épidémie aussi prospère aux États-Unis. Donc au départ, c'était une épidémie qui était surtout localisée dans le nord-est des États-Unis, Massachusetts, Connecticut, Nouvelle-Angleterre.
Mais maintenant, il y en a dans à peu près tous les États, et donc État par État, le vote des lois pour que les médecins soient protégés et que les malades soient pris en charge par les assurances maladie. Donc on est en retard par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. La France est en retard. Il y a d'autres pays aussi qui sont très en retard, comme la Belgique, la Norvège, enfin, où ça se passe aussi très très mal. Disons que on est parmi les pays où il est le plus difficile d'être malade de Lyme. Alors pour rebondir sur ce retard justement et pour faire un lien avec ma question suivante, votre venue à Mulhouse, elle prend d'autant plus de sens que l'Alsace est une région qui est au cœur de votre ouvrage, vous en parlez beaucoup, et vous expliquez justement qu'en termes de retard, il est possible qu'en France, on ait mis du temps à se mettre à jour parce qu'on pensait que la maladie était circonscrite en Alsace. Page 29. Oui, ça a été une légende. Ça a été une légende, donc il y a une historicité spécifique à l'Alsace avec cette maladie, enfin, est-ce qu'il y a un lien particulier depuis toujours? Je crois que les médecins alsaciens ont été les malades ont été les premiers en France à la connaître, d'autant plus qu'elle est quand même connue depuis assez longtemps en Allemagne et en Europe de l'Est. Les maladies attiques sont venues, enfin celles de les maladies françaises, en tout cas en France, sont venues de l'Europe de l'Est, puisque ce sont les souches d'Europe de l'Est qu'on voit apparaître, qu'on voit le plus fréquemment en France, plutôt que la souche américaine. Alors toujours pour rester en Alsace justement, et puis pour parler de l'Allemagne, vous en avez vite parlé, on est donc à quelques kilomètres seulement de la frontière allemande. En France, on recense officiellement 27 000 nouveaux cas de borréliose par an, quand en Allemagne, on en recense, pour le chiffre le plus faible, 60 000. Il y a d'autres chiffres qui vont parfois jusqu'à 1 500 000 nouveaux cas par an. L'Alsace est aussi révélatrice du coup de ce décalage qu'il y a entre le traitement de cette maladie en France et en Allemagne. Est-ce qu'on peut dire finalement que, comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, les tiques ne passent pas le Rhin? Oui, c'est ça, oui, c'est un médecin de Strasbourg qui nous disait ça. Les chiffres, alors c'est vraiment une grosse inconnue, hein. On entend un petit peu tout et n'importe quoi. Quand on enquêtait pour le film, on a essayé de prendre contact avec l'INVS, c'est l'Institut de veille sanitaire, pour qu'ils nous donnent des chiffres, mais ils ne répondaient même pas. Ils nous promettaient des rendez-vous, enfin c'est quand même incroyable qu'une institution aussi importante, et vu le sujet qu'on était en train de traiter, alors oui mais là on est en restructuration, puis on va déménager, puis enfin il y avait toujours une bonne raison. Finalement on n'a pas pu avoir de rendez-vous avec eux, on n'a pas pu avoir de rendez-vous avec la Direction Générale de la Santé, alors qu'on était particulièrement pistonné, on avait un projet le rendez-vous était pratiquement fixé avec le directeur, et finalement ça a été annulé, ça a été très très mystérieux, on n'a pas pu avoir de rendez-vous avec la CPAM, enfin les institutions se défaussent, ils ont véritablement peur de trop s'avancer, de dire des choses qui pourraient déplaire. Il y a un véritable problème une véritable parano autour de cette maladie de la part des institutions. Et en tout cas, on n'a pas de chiffres, hein, parce que 27 000, c'est ce qu'on a on a vu récemment, mais quelqu'un d'autre me dit que une des dirigeants de l'INVS parlait plutôt de 60 000, vous voyez, récemment. Donc, dans une conférence comme aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre officiel, il n'y a rien, en fait.